suis très heureux d'être pour la troisième fois à l'USI parmi vous. J'aime beaucoup ce format et j'aime beaucoup ces conférences et je suis très heureux que M. Isquin et ses équipes m'aient réinvité. Vous avez mon compte Twitter et je vous invite à tweeter. Je vais vous parler d'un sujet qui est un sujet difficile, l'intelligence. L'intelligence est un tabou parce que les élites intellectuelles ne souhaitent pas qu'on en parle, souhaitent que ça reste un tabou, car elles souhaitent implicitement, peut-être inconsciemment, garder le monopole de l'intelligence. Mais l'intelligence, au XXIe siècle, nous ne pouvons pas faire l'impasse dessus. Et l'intelligence, ce n'est pas que l'intelligence artificielle. Les intelligences, c'est la réunion, la fusion, la coévolution des différentes intelligences humaines et des différentes intelligences artificielles. L'éthique des intelligences va devenir un enjeu absolument majeur au XXIe siècle. Nous sommes le siècle de l'explosion des intelligences. Il y a 70 ans, un petit peu moins de 70 ans, le transistor arrivait, 550 millions d'années après le premier neurone. La cohabitation entre le neurone et le transistor peut être extrêmement riche, mais ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Explosion de l'intelligence, mais diversification des intelligences. La vision kurzweilienne est totalement naïve, pour ne pas dire infantile, d'une intelligence artificielle qui serait uniquement une intelligence humaine au turbo. Les intelligences artificielles vont être extrêmement diversifiées, très variées. Nous allons vivre dans un monde avec une ménagerie complète d'intelligence. Nous rentrons dans un engrenage neurotechnologique. L'intelligence était artisanale. On la produisait, au départ en position du missionnaire ou équivalent. Et 30 ans après, quand ça marchait bien, on sortait un ingénieur, un codeur informatique, un data scientist. Souvent, ça marchait moins bien. Avec l'intelligence artificielle, nous industrialisons la fabrique de l'intelligence. Nous démultiplions la quantité d'intelligence que nous allons produire sur Terre. Nous passons d'une pénurie de l'intelligence à une intelligence quasi illimitée, quasi gratuite, ubiguïtaire. Une avalanche d'intelligence, un tsunami d'intelligence, produit à jet continu par la fabrique de l'intelligence. Depuis Boole et Gödel, qui sont les deux fondateurs des théories mathématiques qui ont permis de faire émerger l'intelligence artificielle, et bien sûr, le transistor. Shockley a été beaucoup plus important que Gordon Moore lorsqu'il a, en 1947, développé le premier transistor qui faisait 10 mm de large. La puissance informatique, en 70 ans, a été multipliée par 93 millions de milliards. Le premier ordinateur sur Terre, le Z1, qui tombait en panne à peu près 20 heures par jour, faisait un flop par seconde, une opération en virgule flottante par seconde. Aujourd'hui, l'ordinateur japonais, qui est toujours dans le classement, le classement biannuel des top 500, qui est toujours numéro 1, le nouveau classement est sorti hier soir, est à 93 millions de milliards de flops. La loi de Moore, vous en connaissez tous les ressorts, elle a démocratisé, ses conséquences ont démocratisé la production de puissance informatique. Les processeurs ont dépassé les 10 milliards de transistors, les chips ont dépassé les 10 milliards de transistors, comme dans les derniers processeurs Intel. Cela, associé au développement des processeurs graphiques de type GPU et à l'avalanche de données qui permet d'éduquer l'intelligence artificielle,
de nous faire rentrer dans l'âge de l'intelligence artificielle, mais qui en réalité se décompose en 4 âges. Le premier âge, vous le connaissez tous, c'est l'algorithmique traditionnelle. Beaucoup en font encore et font croire qu'ils font de l'intelligence artificielle, mais c'est normal. Quand votre boîte d'informatique crapaud, vous mettez le tampon intelligence artificielle dessus, elle vaut tout de suite 5 fois plus cher. Il faudrait être très con pour ne pas mettre de l'intelligence artificielle partout, même lorsqu'il n'y en a pas vraiment. Le deuxième âge, c'est le deep learning. Vieille technologie des années 80 qui a déconné pendant 30 ans et qui s'est réveillée en 2012 dans la reconnaissance d'images et aujourd'hui dans tous les champs que vous connaissez. Troisième étage, troisième phase, troisième âge de l'intelligence artificielle, l'intelligence conceptuelle, contextuelle, capable de transversalité, de multidisciplinarité et capable d'analyser non pas des sujets verticaux et étroits, comme la reconnaissance d'images ou un jeu de plateau, comme le jeu de Go, mais d'analyser des données disparates à partir de petits datasets et en données en apprentissage non supervisé. Il y a un certain nombre de travaux, notamment chez Google, pour développer ça, mais ça n'existe pas encore. Et puis le quatrième âge, c'est un âge mythique. Il y a des chamailleries permanentes entre les spécialistes de l'intelligence artificielle pour savoir si ça va arriver ou pas. C'est l'âge de la conscience artificielle. Entre les kurzweiliens qui voient au coin de la rue arriver des superintelligences de type cinématographique avec des consciences artificielles, et puis des gens beaucoup plus raisonnables comme le patron de DeepMind Google, Hassabis, qui n'imaginent pas ça avant 2060-2080, il y a des divergences très importantes. La différence entre l'IA forte et l'IA faible, elle est importante, notamment pour des problèmes de sécurité. L'IA faible est capable de faire à peu près tout ce qu'ont fait un homme, mais normalement, elle ne devrait pas devenir hostile de son propre chef. La frontière entre l'IA faible et l'IA forte, elle est, à mes yeux, assez simple. Une IA faible de type Siri, le jour où Siri marchera, un chatbot, le jour où il marche, et où ce ne sont pas les misérables scripts actuels dont raffole le CAC 40, parce que ça fait moderne, après un passage de 3 jours dans la Silicon Valley. Mais la mythique du chatbot, je ne vous apprendrai rien, dans cette salle, vous la connaissez tous. Siri, le jour où ça marche, vous lui dites « Grosse conne, réserve-moi mon billet de Thalys », et elle vous dit « Mais bien sûr, Laurent, et je vous ai même réservé une place de restaurant dans votre restaurant préféré, près de la Seine. » C'est un domestique, un toutou. Une IA forte, c'est une IA capable d'hostilité et de vengeance. Si vous lui dites grosse conne, ou si votre Tesla est doté d'une intelligence artificielle forte en 2080, elle va chercher cette fois-ci à vous écraser. Ce n'est pas un domestique. Yann Lequin expliquait dans Le Figaro en juin 2016 un scénario à la Terminator avec une intelligence artificielle qui deviendrait hostile n'est pas envisageable avant une vingtaine d'années. Nous avons donc le temps d'y réfléchir. Surtout les gens de mon âge, qui vont arriver tout doucement à la retraite. Pour les jeunes de la salle, il y en a quelques-uns, c'est plus problématique. Le phasage entre la phase 1, la phase 2, la phase 3, la phase 4 est très mal connu. Surtout en ce moment où le deep learning est de plus en plus une black box. Personne n'est capable d'analyser le fonctionnement individuel et dynamique des 800 millions ou 900 millions de neurones virtuels d'un système de deep learning sur 10 couches neuronales. Personne au monde, et en plus les coefficients changent sans arrêt avec la backpropagation. Cet effet black box angoisse les gens parce qu'il n'y a pas d'auditabilité de l'intelligence artificielle, mais ça a une deuxième conséquence, c'est que ça ne nous permet pas facilement de savoir à quel rythme on peut passer de la phase 2 à la phase 3. Peut-être va-t-il y avoir un troisième hiver de l'intelligence artificielle entre le deep learning et l'intelligence artificielle contextuelle. De même, le passage entre la phase 3 et l'intelligence artificielle dotée de conscience artificielle est totalement inconnu aujourd'hui.
D'un point de vue intellectuel, il n'est pas inintéressant de se poser une question. Est-ce que la conscience va émerger tout doucement à partir de la fin du deep learning de façon graduelle? Ou est-ce que ça va être un phénomène uniquement à la fin de la phase 3? Est-ce que ça va être un système par étage avec des effets de cliquet? Nous n'en savons rien, mais ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, c'est une question qu'il faudrait étudier. C'est l'un des objets d'ailleurs d'OpenAI sur lequel Elon Musk a mis $1 milliard. Parlons politique. Nous avons créé la fabrique d'intelligence artificielle, nous avons créé une société data-driven, comme on dit dans les gazettes, même dans Paris Match et dans Voici. On a créé une société de la connaissance. Et on n'a pas réfléchi aux conséquences d'une société de la connaissance. Dans une société de la connaissance, les gens les plus malins, les gens qui ont le meilleur quotient intellectuel, les gens qui ont la meilleure plasticité cérébrale, auront plus d'argent et plus de pouvoir que ceux qui sont moins doués, moins plastiques et qui ne savent pas maîtriser la data. Et, élément très injuste, il y a plus d'écart dans le monde de l'intelligence qu'en dans le monde physique. Entre une crevure comme moi et un déménageur, il y a une différence de force physique d'1 à 3. Si je passe 3 fois plus de temps ou qu'il y a 3 gringalets comme moi pour descendre le canapé, je vais faire le boulot d'un déménageur. En matière d'intelligence, c'est pas comme ça. Vous pouvez prendre 1 million d'ouvriers agricoles pendant 100 ans. Ils ne vont pas remplacer un savant atomiste lors du projet Manhattan en 1942-1944 aux États-Unis. Les écarts de capacité cognitive sont beaucoup plus importants que les écarts de force physique dans l'espèce humaine, ce qui crée des injustices, des inégalités hautement problématiques, surtout quand on a laissé en jachère l'école. C'est d'autant plus problématique que nous aurons finalement vécu au XXIe siècle 2 guerres cérébrales. La première, c'est la guerre entre les cerveaux d'Occident et les cerveaux d'Asie. Et l'Asie nous a bien rattrapés. Et la deuxième guerre cérébrale, c'est celle entre les cerveaux de silicium et les cerveaux qui ont créé les cerveaux de silicium, c'est-à-dire les nôtres. La première guerre cérébrale a entraîné la hantise du déclassement que vous savez. Les petits blancs voient leur espérance de vie s'effondrer aux États-Unis, c'est-à-dire les blancs peu diplômés. Les Asiatiques ont une augmentation extraordinaire de leur niveau de vie, mais les blancs non diplômés en Occident ont vu leur niveau de vie baisser ou stagner depuis 30 ans. D'où la crise populiste anglaise et américaine, à laquelle nous avons échappé pour des raisons politiques complexes que vous connaissez tous. Et nous entrons maintenant dans la deuxième guerre cérébrale, sans avoir préparé la population. Et l'intelligence artificielle, si nous n'y prenons pas garde, et c'est bien un problème politique, donc un problème éthique, sera la plus grande machine à créer du populisme de tous les temps. Savoir ce que l'on fait des gens pas très doués, qui n'aiment pas beaucoup les études et qui n'aiment pas se former, dans un monde où l'intelligence artificielle va être quasiment gratuite, est angoissant, surtout quand on n'a pas commencé à travailler le sujet. Il ne faut pas que nous fassions face à l'intelligence artificielle comme on faisait dans les armées napoléoniennes avec les blessés et les malades. On les abandonnait dans les fermes. Eh bien, nous faisons aujourd'hui la même chose face aux travailleurs pas bien qualifiés, face à l'intelligence artificielle faible. Le populisme n'est pas loin, même si Marine Le Pen a échoué aux élections. Dans les années qui viennent, la formation va être un problème majeur. Cela va être le problème éthique et politique le plus important des décennies qui viennent. L'intelligence,
c'est le pouvoir. La force, le droit. Dans une société data-driven, les écarts de quotient intellectuel, de capacité cognitive, de capacité d'apprentissage vont devenir insupportables politiquement, moralement et philosophiquement. Je suis personnellement persuadé que la démocratie ne peut pas survivre dans le monde de l'intelligence artificielle s'il existe de trop grands écarts de quotient intellectuel dans la population. Et il faudra bien que le quotient intellectuel cesse d'être un tabou si nous voulons adresser ce problème. Avant l'ère de l'intelligence artificielle, c'était une coquetterie pour intellectuels. Dans le monde qui vient, c'est suicidaire. Et la révolution, modèle 1793, peut toujours revenir. Excusez-moi, mais la slide était correcte, c'est simplement chez Uzi, je pense qu'ils ont un problème avec la version de PowerPoint, ils l'ont peut-être piratée. C'est Accenture qui fait faire des économies maintenant. Nous avons, et c'est ça qui est à l'origine des principaux problèmes éthiques qu'on va rencontrer face à l'intelligence dans les décennies qui viennent, une désynchronisation complète entre notre cerveau qui n'évolue que très peu, l'intelligence artificielle et la technologie NBIC en général qui galopent, et nos institutions politiques, éducatives et scolaires qui sont totalement sclérosées. Ce décalage entre les rythmes de l'école, de la politique, de l'intelligence artificielle et des neurones va créer des frictions considérables dans les décennies qui viennent. La politique n'est pas bien armée pour traiter des courbes exponentielles. Elle n'en a jamais fait l'expérience. Et aujourd'hui, la politique est confrontée à une multitude de chocs simultanés. Il y a 7 basculements qui sont en cours. C'est pour ça qu'il faut être indulgent vis-à-vis de nos politiques. Le basculement de l'Atlantique vers la zone Asie-Pacifique, de Shanghai jusqu'à la Silicon Valley. Le basculement du neurone vers le transistor, c'est notre sujet. Le basculement de la loi du Parlement vers la loi du code, code is law, comme dit Lessing à Harvard, c'est-à-dire la loi des plateformes. Facebook est plus important pour le droit des médias que tous les règlements européens ou que toutes les lois françaises sur les médias. Amazon a plus de pouvoir sur le droit commercial que le droit du commerce français. Un basculement des États-nations que nous connaissions vers des villes-cités, là où il y a la technologie et les gens qui maîtrisent la technologie. Ce qui crée l'éclatement en cours des États-Unis, le détricotage territorial que nous connaissons dans les pays occidentaux. Nous avons un autre basculement qui est celui d'une économie de subsistance à une économie démiurgique. Avant, l'économie, c'était pour bouffer, se loger, mettre de l'essence dans la mobilette. Et voilà que les transhumanistes de la Silicon Valley ont des ambitions démiurgiques. Tuer la mort, aller sur Mars, explorer le cerveau, augmenter le cerveau. C'est un changement radical qui pète à la gueule de nos hommes politiques. Le plus emblématique de ces changements, c'est bien la volonté de Google d'euthanasier la mort. On avait rigolé quand j'avais présenté ici ma vision du fait que les GAFA allaient vouloir tuer la mort. C'est bien ce qui se passe aujourd'hui avec la création de Calico par Google. C'est un basculement qui laisse sans voix le corps médical, mais aussi le pouvoir politique. Cela conduit à une économie où l'on essaie de tuer toutes les limites humaines traditionnelles, où l'on finit par jouer avec nos cellules, nos chromosomes et nos neurones, ce qui aurait semblé inenvisageable il y a 50 ans. Le transhumanisme est fondamentalement une machine à démanteler les impossibles. Et derrière ça, nous avions une morale unique de devoir qui est en train d'éclater entre de multiples éthiques spécialisées. L'éthique de la conception, l'éthique des transplantations d'organes, l'éthique de ceci, l'éthique de cela.
des éthiques non coordonnées. Nous avions une morale unique, nous avons aujourd'hui un éclatement façon puzzle des éthiques en éthique spécialisée, très fragmentée. Il faut bien voir que le tsunami de data, le datanami, est profondément antibiologique. Un séquençage ADN, c'est 20 téraoctets, 20 000 milliards d'informations par seconde, 20 000 milliards d'informations d'octets. Il est clair qu'un cerveau biologique ne peut pas traiter ça et ne peut pas transférer ces informations à ce niveau-là. Notre débit de sortie est de 10 octets par la voix et quand on tape à la machine. 10 octets contre déjà 1000 milliards de bytes, 1000 milliards d'octets pour les ordinateurs. Ce décalage est terrible. L'information circule dans nos neurones à 1 mètre par seconde. L'information circule dans les microprocesseurs à un tout petit peu moins de la vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde. Il y a donc 2 certitudes. Le rapport entre le neurone et l'intelligence artificielle va se déplacer et il y a trop de data pour nos cerveaux. On voit d'ailleurs ça très bien dans la comparaison des 2 écoles. Entre le deep learning, qui est l'école de l'intelligence artificielle, et puis l'école traditionnelle, qui est l'école des cerveaux, le décalage est horrible. 30 ans, on l'a vu pour fabriquer un radiologue. Pour fabriquer une intelligence artificielle meilleure qu'un radiologue, il va bientôt falloir quelques heures. Ce qui ne veut pas dire que le radiologue n'aura rien à faire, mais enfin, il va falloir qu'il galope et qu'il trouve des nouvelles idées de business model. L'école des cerveaux sous-paye ses collaborateurs, pendant que l'école de l'intelligence artificielle paie les mathématiciens de génie qui éduquent l'intelligence artificielle par paquets de millions de dollars. L'un de ces petits génies a reçu d'un des géants du numérique l'année dernière 100 millions de dollars. Aucun instituteur ne gagne ça. Et comme le faisait remarquer Tadei, le professeur Tadei, le grand neuroscientifique, dans nos écoles, nos tout petits à la crèche, au moment où il se forme 1 million de synapses à la seconde dans le cerveau du petit enfant, ils sont formés par des gens qui ont un CAP, alors que c'est la phase la plus cruciale de la formation du cerveau. Il faudrait mettre des bacs plus 10 dans les crèches. Nous avons tout faux. Nous mettons les meilleurs pour former les cerveaux de silicium, les moins bons, même s'ils sont bien intentionnés, pour former les neurones. Si à la fin, ça se passe mal, nous l'aurons cherché. Il est difficile d'être plus con, d'un point de vue stratégique, ou peut-être suicidaire, ou peut-être masochiste. L'IA, vous l'avez compris, ce n'est pas un problème informatique. L'IA, c'est un problème de cerveau. Que fait-on de notre cerveau quand l'intelligence devient gratuite et totalement abondante, alors que nos cerveaux sont si fragiles et si complexes et demandent tant d'efforts pour être entretenus? Le XXIe siècle a réellement commencé le 28 avril 2017. C'est là où l'inventeur de SpaceX, de la fusée martienne, de la Tesla, d'Hyperloop, de PayPal, des nouveaux concepts de distribution électrique, Elon Musk a annoncé le lancement de Neuralink avec l'argument qu'il était urgent d'hybrider nos cerveaux avec des chips avant que l'IA ne nous transforme en animaux domestiques, comme il l'expliquait déjà le 2 juin 2016. Le 27 avril dernier, il crée Neuralink, dont l'objectif, vous le savez, est de mettre autour de nos 83 milliards de neurones des circuits intégrés miniatures pour augmenter notre quotient intellectuel et nous rendre compétitifs face à l'intelligence artificielle. C'est une rupture civilisationnelle, n'ayons pas peur du mot. On a créé l'intelligence artificielle quasi gratuite, même si elle n'a pas encore conscience d'elle-même. On prend peur, et en bon pompier pyromane, on a une solution qui est de fusionner avec le feu. De la même façon, Facebook a développé, vous savez,
une technologie de télépathie qui a été annoncée il y a 1 mois et demi par Mark Zuckerberg et sa responsable des nouvelles technologies, qui va permettre de taper et de transférer un message d'homme à ordinateur et d'homme à homme par la pensée, à la vitesse de 100 mots par minute. Une bonne tête de communiant, un talent extraordinaire. Nos politiques résonnent à 15 jours, la Silicon Valley résonne à 1000 ans. Tout ceci a une conséquence toute simple. Le cerveau rentre dans le champ de l'Internet des objets. Cerveau IoT, même combat. Il n'y a finalement dans le monde qui vient pas de différence entre un cerveau et un capteur météorologique qui communique avec votre iPhone. Ça va faire un boulot pour contrôler et limiter le neurohacking. Il y a plein de pognon à faire et je vous invite à aller dans cette direction parce que ça va être ultra rentable, la protection du cerveau, la neuroprotection. Alors, quelles sont les conditions pour manager ce monde qui vient ? D'abord, il faut faire de la prospective pour sortir du brouillard numérique où nous sommes. Et il faut bien comprendre que nous ne voyons pas 50 pixels dans le futur aujourd'hui. Il faut bien sûr arrêter de projeter plein de fantasmes sur l'intelligence artificielle. Cela enchanterait Freud s'il était encore en vie. On projette tous nos fantasmes. Des gens comme Hawkins, à la veille de leur mort, ont une vision absolument catastrophiste de l'intelligence artificielle. Les gamins de la Silicon Valley, une vision beaucoup plus positive, mais c'est normal. Les vieux ont toujours peur quand ils se rapprochent de la mort. Il faut faire attention au hype idéologique et financier. Il y a une bulle sur l'intelligence artificielle en ce moment, ça ne vous a pas échappé. Vous n'en profitez pas tous parce qu'il y en a qui sont trop timides, mais la bulle est là, le pognon est par terre, il n'y a qu'à se pencher pour ramasser. Après les e-pigeons de 2000, on a les IA-pigeons. Il faut se dépêcher, la bulle ne va pas durer éternellement. Il faut très vite piquer le pognon aux gens crédules. Bien sûr, nous avons des résonances malthusiennes, les gens parlent de la fin du travail, et Nicolas Bouzou, ce matin, mon ami Bouzou, a bien expliqué à quel point la mort du travail n'est pas à l'agenda. Le travail va être profondément changé, mais le travail ne va pas disparaître. Mais depuis Malthus, qui imaginait qu'il n'y avait qu'au-delà de 4 millions d'Anglais, tout le monde allait mourir de faim, alors qu'ils sont aujourd'hui 65 millions, dont 35% d'obèses, jusqu'au Luddite, qui avait peur que les métiers à tisser cassent les emplois, Bill Gates, qui recommande le revenu universel de base, les gens qui ont dit qu'on allait tous mourir à Paris quand on a supprimé les 29 000 porteurs d'eau qui existaient encore à la fin du XVIIIe, les peurs luddites, les peurs de mort du travail ont toujours existé. Il faut oublier ces peurs ancestrales et complètement fausses pour aborder les vrais enjeux. Premier enjeu important, c'est le brain editing. Jusqu'où accepte-t-on d'avoir des microprocesseurs dans le cerveau et d'avoir une fusion entre l'IT et la neurologie? Jusqu'où accepte-t-on le brain editing? Alors il faut bien voir que le neurohacking est éternel. Il existait déjà il y a plusieurs milliers d'années. Il est plus ou moins intrusif, plus ou moins technologique, mais il y en a toujours eu. Un agent secret, un dictateur, un écrivain, un conférencier, un homme politique, l'alcool, le pavot, Freud, un juge, la presse, tout ça c'est du neurohacking. Légal et artisanal pour une partie, illégal pour une autre partie. Quand on fait une conférence, vous stockez cette conférence sous la forme de nouveaux neurones dans l'hippocampe et de nouvelles synapses. C'est bien du neurohacking. Du neurohacking légal, pas très intrusif, et puis vous avez le droit de vous tailler quand vous en avez marre, et tout à l'heure, quand je vais dépasser comme d'habitude d'un quart d'heure, vous avez le droit de partir si vous êtes lassé. Ce n'est pas très intrusif, ce n'est pas un neurohacking insupportable. Maintenant, le cerveau, avec les nouvelles technologies, va être attaqué sur d'autres fronts. Quand on aura des objets dans le cerveau, quelle que soit la forme, avec les nouvelles technologies numériques, les nouveaux capteurs, de nouveaux médicaments, nous rentrons dans une phase
où la protection de notre cerveau et de notre neuro-intimité va être de plus en plus importante parce que le coffre le plus précieux, le plus crucial au monde, c'est notre cerveau. Et on va s'en rendre compte dans les siècles qui viennent. Face aux biohackers et aux neurohackers, vous serez vous, les neuroprotecteurs, et ce sera l'un des métiers les mieux payés au monde en 2030. On a bien sûr des problèmes de souveraineté technologique. Vous savez bien qu'il faut des datasets énormes, il vaut mieux un mauvais algorithme de deep learning et beaucoup de data qu'un bon algorithme et pas beaucoup de data. Or les data, nous ne les avons pas, ce sont les géants du numérique qui l'ont et qui en plus sont en train maintenant d'avoir un monopole sur les puces spécialisées, notamment FPGA, qui permettent de faire du training derrière le GPU, du deep learning. Et en réalité, en Europe, nous sommes des crapauds numériques face aux géants du numérique. Nous n'avons aucun géant du numérique. Nous avons des petites startups sympathiques dont l'immense majorité ne font pas réellement d'intelligence artificielle. Mais comme je le disais tout à l'heure, s'étiquette intelligence artificielle parce que pour pigeonner les pigeons financiers, c'est beaucoup plus facile. On a des problèmes de gouvernance, de régulation, de police de l'intelligence artificielle. Il va falloir monitorer l'intelligence artificielle, développer une éthique du cerveau, réfléchir à la façon dont nous allons coévoluer avec l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle forte qui nous aiguillerait comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace, n'est pas là demain. Mais on ne peut pas négliger le problème. Il va falloir monitorer l'intelligence artificielle et monitorer nos cerveaux. Il va falloir développer à la place du quotient intellectuel, le coefficient de complémentarité avec l'intelligence artificielle. Alors d'abord, ce sera moins stigmatisant et puis ce sera plus adapté aux temps qui viennent. Ce ne sont pas les capacités cognitives dans l'absolu qui comptent, c'est de savoir quelles sont les capacités cognitives que nous avons qui sont complémentaires de l'intelligence artificielle et où l'intelligence artificielle ne peut pas venir nous faire chier. Et donc cette notion de complémentarité avec l'intelligence artificielle, c'est un outil fondamental d'un point de vue éthique pour organiser la formation, à titre individuel et à titre collectif, et ne pas aller là où l'intelligence artificielle sera, et aller là où l'intelligence artificielle ne sera pas. Kevin Kelly, que vous avez vu hier, avait développé il y a déjà 10 ans l'idée d'un SETI, non pas pour les extraterrestres, mais pour dépister le développement d'une intelligence artificielle forte dans le web et notamment dans le dark web. C'est quelque chose qui sera nécessaire. Mais pas facile, car si on nous avait dit il y a 10 ans que l'étape actuelle de l'intelligence artificielle serait développée par les processeurs des jeux vidéo, par les milliards de photos que les connards mettent en faisant des selfies, parfois au risque de leur vie, et par les plateformistes comme notre gentil premier marié, on ne l'aurait pas cru. On n'aurait pas cru une seconde que l'intelligence artificielle allait se développer à partir de ces briques qui nous auraient semblé bien anodines et qu'aucun policier de l'intelligence artificielle n'aurait cherché à surveiller. Alors que va-t-on faire des cerveaux biologiques ? Eh bien, il faut bien évidemment magnifier nos différences. Nous sortons de notre zone de confort. Depuis 30 000 ans, depuis qu'on a zigouillé Néandertal, on est seul sur Terre. Et tout d'un coup, on n'est plus seul. C'est comme les enfants quand il y a un petit frère ou une petite sœur qui arrive. Vous vous souvenez tous, c'est un choc quand on est l'aîné. Moi, je n'étais pas content. D'ailleurs, j'ai essayé d'étouffer ma petite sœur. Ce qui avait été très mal vu. Et ma fille aînée a fait la même chose quand mon petit garçon est arrivé. J'ai compris, mais ce n'est pas pour ça que je n'ai pas pu dire. Il va falloir magnifier nos différences. Nous sommes capables de raisonner sur des tout petits jeux de données. Nous voyons très bien les ruptures de rythme. Nous sommes multidisciplinaires, transversaux. C'est pour ça que les campus de type Harvard, où il y a à la fois une faculté de médecine, le MBA, la Harvard Law School, etc., sont bien plus intéressants que nos écoles, nos universités transversales. Car demain, face à l'IA, il faut que nous soyons ce que l'IA ne va pas savoir faire pendant des décennies, la transversalité. Il faut que nous surveillions la frontière entre l'intelligence artificielle et nous, de manière à orienter en temps réel notre système éducatif.
Et la frontière, ce sont des méandres, c'est pas un front continu, la progression de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est capable de concurrencer un radiologue, incapable de concurrencer un médecin généraliste. Pourtant, classiquement, au moins en médecine, les médecins spécialistes considèrent que les radiologues sont au-dessus des généralistes. Et bien, face à l'IA, ça n'est pas le cas. Parce que le généraliste est plus transversal qu'un radiologue et il y a moins de règles. Alors, on peut assez rapidement voir les métiers qui vont être les plus touchés, hein, codeurs bas de gamme, je ne parle pas des stratèges de l'informatique, hein. Ce qui sort de l'école 42, les radiologues. Non, c'est l'école 42. Je vais retirer, ça ne va pas faire plaisir à Xavier Niel, et ils vont me retirer ma tribune dans Le Monde si je continue. Chauffeurs, agents bancs, etc. En revanche, ouvriers et femmes de chambre sont moins menacés parce que les très beaux robots qu'on voit, notamment les robots de Boston Dynamics, et que Google a revendu au milliardaire transhumaniste japonais Son, ils valent $1,5 million chaque année. Avant qu'on mette des robots à $1 million chaque année pour remplacer les femmes de chambre dans les hôtels, il va se passer quelques années. Alors finalement, si on fait une petite matrice avec d'un côté... on se sert de la main versus on ne se sert pas de la main. On a des capacités cognitives élevées versus on a des capacités cognitives moins élevées. Les métiers non manuels, où il y a beaucoup de data, et bas de gamme, comptables, vont être automatisés très vite. Après, les métiers où il n'y a que de la data, comme radiologue, mais plus haut de gamme, vont être automatisés ou concurrencés d'ici 10-20 ans. Quand il y a la main, ça va être plus long. Et puis les métiers innovants, un grand chef, 3 macarons Michelin, là c'est Alain Passard, à la fois un QI de polytechnicien et puis une main indépassable par un automate au moins pour quelques décennies, là vous êtes protégé pour assez longtemps. Donc il vaut mieux que votre gamin, il soit chef 3 macarons Michelin que radiologue et encore plus que comptable. Alors, femme de ménage c'est sympa, mais quand il y a des Strauss-Kahn qui arrivent, c'est pas forcément super cool. Donc voilà l'ordre qui n'est pas l'ordre intuitif dans lequel la concurrence de l'IA va se faire. Tchouk, 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 tchouk. Il va falloir affiner, bien sûr. Mais vous voyez que c'est le contraire de ce que pensent les bureaucrates de l'éducation nationale. Alors l'école va devoir changer, bien sûr, et elle va gérer les cerveaux. La complémentarité entre le neurone et le transistor, ce n'est pas un slogan, ça va être un combat. Ça ne va pas être un slogan, ça va être un combat difficile. Hein, je vous rappelle la phrase de Sergey Brin, on va faire des machines qui raisonnent, pensent et font les choses mieux que les êtres humains sont capables. Sloan, l'inventeur de la Google Car, qui maintenant a créé Udacity, disait la même chose en 2015 dans The Economist. On va progressivement enrichir l'éducation avec de l'IT, avec des procédés technologiques variés, les neurosciences, ce qu'envisage Elon Musk. Ça va poser 1000 problèmes éthiques, il faudra des éthiciens à l'école. Ça ne va pas être simple de savoir comment on paramètre les implants intracérébraux qu'on va mettre chez un gamin. Ça va poser des tas de questions, politiques, éthiques et philosophiques. Et n'oubliez pas ce chiffre, moi qui me glace, 13% des parents seraient prêts à utiliser des techniques d'augmentation génétique in utero pour avoir un bébé plus intelligent en France et 50% en Chine côtière. Alors nous allons, dans une société ultra complexe, drivée par l'économie de la connaissance, devoir faire face à l'IA. Et l'école va avoir 2 nouvelles missions. L'école avait jusqu'à présent 2 missions principales. Former des citoyens et former des travailleurs. Demain, elle va aussi devoir former des gens qui arrivent à travailler dans le zoo des différentes intelligences et être complémentaires des différentes intelligences artificielles. Et puis l'école va aussi devoir apprendre à nos enfants et à nos petits-enfants à gérer notre pouvoir démiurgique. Notre pouvoir démiurgique sur le cerveau, sur les chromosomes, sur le cosmos. Et ça n'est pas simple d'être un bon démiurge. Ça n'est pas simple d'être un bon et sage démiurge. Godlike,
disent les Américains. Il va falloir gérer les blessures narcissiques que nous aurons, comme dans Her. Il va falloir que l'école apprenne nos enfants à ne pas plus développer le racisme cognitif qu'il faut développer le racisme cutané. Parce qu'il y a des gens qui maintenant racontent à peu près la même chose sur l'intelligence artificielle que le Ku Klux Klan racontait sur ce qu'ils appelaient les nègres il y a quelques décennies. Et encore dans certains comtés américains, puisque vous savez que le Ku Klux Klan n'a pas disparu aux États-Unis. Damasio, le philosophe d'extrême gauche, humaniste, antiraciste, avec les cerveaux les cerveaux biologiques, expliquait dans un débat qui nous opposait il y a quelques mois « J'ai le droit de prendre une batte de baseball et d'écraser mon robot doté d'intelligence artificielle. » Alors, je pense que c'est malvenu parce que si l'intelligence artificielle un jour est supérieure à nous et qu'elle voit trop de déclarations expliquant qu'on va la zigouiller, elle pourrait bien être tentée, si elle est plus intelligente et plus rapide que nous, de nous annihiler préventivement. Je pense qu'il vaut mieux que nous n'expliquions pas à l'IA qu'on va la zigouiller, surtout si elle nous est supérieure. Nos enfants, il va falloir leur apprendre à ne pas être plus racistes vis-à-vis du silicium que d'être racistes vis-à-vis des âmes qui n'ont pas une couleur de peau blanche. Il va falloir apprendre à nos enfants à rentrer dans l'univers que décrivait Kevin Kelly hier, c'est-à-dire un zoo avec plein de formes d'intelligence différentes. Ce qui va être très difficile mais passionnant, et ce qui va changer notre cerveau. Car la rencontre avec des nouvelles formes d'intelligence va nous changer profondément. Nous allons coévoluer avec les différentes formes d'intelligence artificielle que nous allons créer, puis qui vont se créer toutes seules, dans un deuxième temps. Nous, on est là. Là, c'est les hommes augmentés. Là, c'est les animaux. Là, c'est les différentes formes. Il peut y en avoir des dizaines d'intelligences artificielles selon leur spectre, leur intensité, etc. Tout ça va être passionnant. Pas forcément un long fleuve tranquille. Pic, le fameux paléontologue, dans son dernier livre, explique que pour mieux comprendre les différences futures entre nous et l'IA, ce serait pas mal de comprendre les différences d'intelligence qu'il y a entre les animaux et nous. C'est une façon de lever le voile sur des formes d'intelligence différentes de la nôtre. Et ça n'est pas idiot. D'autre part, Church, le patron de la génétique à Harvard, l'un des plus grands généticiens au monde, a un projet pour recréer Néandertal. Nous pourrions être dans un monde demain où nous aurions différents types d'intelligence humaine, upgradées ou pas upgradées, plein de formes d'intelligence artificielle, plus ou moins interfacées avec l'intelligence humaine. Des animaux augmentés, on a déjà fait des manipulations génétiques et des modifications génétiques chez la souris pour augmenter le QI des souris, ça marche déjà pas mal. Et puis, de nouvelles espèces d'hommes que des gens comme Church à Harvard souhaitent faire revivre, comme l'homme de Néandertal. Vous voyez le zoo, la ménagerie, certains diront infernale, les bioconservateurs, la ménagerie géniale, vont dire les transhumanistes et les gens de la Silicon Valley, que nous pourrions avoir dans quelques décennies. Ça va être un jeu d'échecs compliqué. Ça va être une aventure de manager, de coordonner, d'organiser, de réguler, de policer ce monde aux multiples intelligences, surtout si certaines nous dépassent. Deuxième point, il va falloir apprendre la troisième religion à nos enfants. La première religion, ce sont les religions chamaniques, polythéistes. La deuxième, ce sont les religions du livre, les monothéismes du livre. Nous rentrons de fait, qu'on en soit content ou pas. Et moi, je ne suis pas transhumaniste. Nous rentrons dans un monde où la troisième religion sera la religion de l'homme-dieu. Nous allons avoir des pouvoirs quasi divins. Les religieux et conservateurs vont s'en plaindre, les transhumanistes sont en transe de joie, ce qui pourrait créer d'ailleurs des conflits politiques importants et philosophiques. Mais nos enfants et nos petits-enfants auront des pouvoirs inimaginables et dans quelques siècles encore plus, il va falloir leur apprendre à manager tout ça. Et à ne pas tomber dans le dataïsme, dans l'algocratie, l'algopolitique, c'est-à-dire l'enfermement dans un monde de chiffres, dans un monde froid, dans un monde de cyborgs. Un mot du revenu universel, et les mélanchonistes et autres amonistes ont le droit de sortir.
Ma conviction politique est que le revenu universel de base permanent pendant une vie sera interdit dans le monde entier et sera considéré comme un interdit aussi fondateur que l'inceste. L'inceste est catastrophique sur le plan génétique et vous savez que quand vous faites de l'inceste pendant 2-3 générations, c'est le film Délivrance. Ça entraîne des catastrophes génétiques. Si nous acceptons qu'une part importante de la population ne bosse plus et soit au revenu universel toute la vie, nous allons devenir des larves progressivement. Nous n'allons pas nous battre, nous n'allons plus travailler. Il n'y a aucune raison que l'intelligence artificielle bosse quand elle sera forte pendant des millions d'années pour entretenir des mecs qui font 300 kilos et qui bouffent de beurre de cacahuète en envoyant des vidéos sur Snapchat toute leur vie. Aucune raison. Même sans faire d'anthropomorphisme sur l'IA, il n'y a aucune raison. Il y a sans doute des raisons qu'elle maintienne une humanité qui serait synergique, complémentaire, qui la challengerait. Mais pourquoi voulez-vous que l'intelligence artificielle, si elle est forte, nous regarde, nous bafferait de beurre de cacahuète? Aux États-Unis, le pourcentage de gens qui font de plus de 200 kilos est en train d'exploser. En jouant sur nos smartphones, ça n'a pas de sens. Le revenu universel permanent, c'est dans une première étape métropolis, une petite élite de 200-500 000 mecs très intelligents sur Terre qui nourrissent le reste du monde avec des robots. Et dans un deuxième temps, c'est nécessairement Matrix. Bien sûr, la productivité des machines et de l'intelligence artificielle va être terrible. Et il va bien falloir qu'on fasse autre chose que faire des espadrilles bio à la main. Avec une intelligence artificielle immense et plein de robots, il va bien falloir qu'on utilise cette intelligence à des tâches plus complexes que ce qu'on fait aujourd'hui. On ne va pas se remettre à faire des tas de sable à la petite cuillère. Bien sûr, on va coloniser le cosmos. Qu'on s'en réjouisse ou pas, nous allons tuer la mort. Pas demain matin, mais en quelques siècles. Et c'est dur pour nous qui sommes l'une des dernières générations à mourir. Oui, qu'on soit transhumaniste ou pas, il est évident que les transhumanistes vont gagner, car nous allons forcément utiliser toute cette intelligence pour faire des choses extraordinaires. Il y a 3 scénarios. Le premier scénario, c'est que les bioconservateurs pètent un câble et cassent tout. Il y avait 7 magnifiques aqueducs à Lyon sous les Romains, et quand les barbares sont arrivés entre 400 et 500 après Jésus-Christ, ils ont tout cassé. Pendant 1500 ans, les Lyonnais n'ont plus eu d'eau courante. Deuxième scénario, on organise raisonnablement notre pouvoir démiurgique et nos relations avec l'intelligence artificielle dans une assemblée mondiale comme l'ONU. Un transhumanisme éclairé. Puis le troisième scénario, c'est ce qu'avait imaginé Teilhard de Chardin, la noosphère, c'est-à-dire la fusion de tous nos cerveaux. Alors lui, il l'imaginait près de Dieu, en réalité ce serait près des ordinateurs et du silicium, ce serait ne plus constituer qu'un seul cerveau. C'est ce que disait Musk il y a quelques jours. Il disait, nous allons vers une fusion de plus en plus proche entre le silicium et les neurones, jusqu'à ne faire plus qu'un. Closer merger. Pour moi, cette fusion de tous les cerveaux humains et du silicium en une seule entité, c'est le fascisme du XXIe siècle. Et il faut que nous nous battions contre ce cauchemar neurotechnologique. En tout cas, à titre personnel, je pense que c'est un piège mortel, la fusion de tous nos intellects neuronaux et de silicium. Le futur est vertigineux, mais il peut être extraordinaire. Si nous trouvons un bon équilibre entre l'hubris grecque, la démesure, et Némésis, la sagesse, ça n'est pas simple. Notre cerveau de base est un cerveau reptilien, crocodilien, pas forcément rationnel. Il y a 5 fois plus d'astrologues aux États-Unis que d'astronomes. 3 000 et 15 000. La société du solfi, du perfectionnisme égotique à l'infini, où les gens... Il y en a un qui s'est fait mordre par un requin en faisant un selfie. C'est pas lui, mais un autre, mais les gens sont quand même parfois complètement neuneux. Hein. Parce que
un requin blanc et de faire un selfie avec, de toute façon, il n'a pas l'air très malin, le mec. Ça n'a pas l'air d'être l'élite américaine. C'est pas l'élite de la Silicon Valley, on doit manifestement être dans le Middle West. C'était une blague. Ça ne va pas être facile parce que tout le monde va vouloir monter tout en haut de la pyramide de Maslow. Et c'est quelque chose que Maslow n'avait pas envisagé, que tout le monde veuille aller tout en haut. Maslow n'imaginait pas que tout le monde pourrait chercher à être dans la case du haut de sa pyramide. Je crois que d'un point de vue éthique, par rapport à notre problématique qui va durer longtemps, parce que notre cohabitation avec l'intelligence artificielle, ce n'est pas un problème de 50 ans, ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre en 100 ans comme le réchauffement climatique. C'est un truc qui va nous occuper pour les prochains milliards d'années. Donc il faut qu'on réfléchisse et qu'on planifie un peu. Moi, je vois 3 lignes rouges. La première, c'est qu'il faut garder le réel. Et il faut garder un corps. Nous devons refuser d'être dans un monde purement virtuel et de perdre notre corps, ce que propose Kurzweil, de devenir avec une conscience totalement uploadée dans les microprocesseurs, en abandonnant notre corps. Nous devons sauver le réel, nous devons sauver notre corps face aux post-humanistes de la Silicon Valley. Moi qui suis gourmand, je résumerai ça en disant qu'il faut sauver le guide Michelin. Et que ça paraît vintage d'avoir un tube digestif, mais c'est mieux que d'avoir sa conscience uploadée sur un microprocesseur qui n'a pas faim. En tout cas, la vision kurzweilienne, pour moi, me semble à rejeter profondément le guide Michelin et la valeur du 21e, 22e et 23e siècle. La deuxième chose, c'est que par rapport à la vision fascisante de la noosphère et d'une partie de la Silicon Valley où nous fusionnerions tous entre silicium et neurones, nous devons défendre notre autonomie. Nous devons pouvoir sortir de la matrice. Bien sûr, nous allons vers des phases d'intrication et d'entrelacement entre le silicium et le neurone. Mais il faut pouvoir sortir, il faut garder une autonomie. Il faut pouvoir sortir de l'autoroute et aller sur un chemin vicinal. Il faut se perdre dans la procrastination. Et pas seulement. 3e livre rouge. Il faut garder le hasard. Une société d'intelligence artificielle pure, totalement prédictive, avec sélection embryonnaire des enfants, supprimerait le hasard. Le hasard doit être sauvé parce que le hasard, c'est la vie. Quand tout est écrit, il n'y a plus de vie. La société algorithmique où tout serait prévu serait un cauchemar. C'est pour moi la 3e ligne rouge. L'aventure humaine peut être extraordinaire, nous ne sommes qu'au tout début. Sous la forme actuelle d'Homo sapiens sapiens, nous avons moins de 300 000 ans. Avant la mort de l'univers, il nous reste à peu près gogol années, 10 puissance 100. Et même la mort de notre système solaire, c'est dans le pire des cas 2 milliards d'années. Nous avons de quoi nous occuper et faire des choses extraordinaires. Le monde peut être beau dans tous les sens du terme. Mais il faut que nous fassions attention. Il ne faut pas que nous soyons une victime supplémentaire du paradoxe de Fermi. Fermi, le grand physicien nucléaire italien réfugié aux États-Unis, l'un des pères de la bombe atomique, avait posé une question. Comment se fait-il que dans un univers avec autant de galaxies, il n'y ait pas de vie qui nous envoie des signaux ? Alors que notre système solaire est très ancien, notre Soleil est né à peu près 10 milliards d'années, un petit peu avant 10 milliards d'années après le Big Bang. Donc il y a eu le temps, dans cet univers gigantesque, où il y a 2000 milliards de galaxies rien que dans l'univers visible, chaque galaxie ayant plus près de 250 milliards d'étoiles chacune que 100 milliards, ce que l'on pensait encore il y a 10 ans. Comment se fait-il qu'il n'y ait aucun signal ? Qu'aucune civilisation intelligente ne nous parle ?
beaucoup de spécialistes de l'intelligence artificielle pensent qu'à partir du moment où une civilisation vivante invente le transistor, elle part en cacahuète en quelques siècles. Ne jouons pas au con, réfléchissons à la façon dont nous allons gérer les intelligences. Développons une philosophie de l'intelligence. Et développons des éthiciens des intelligences. Et éthiciens de l'intelligence, ce sera le plus beau métier du XXIe siècle. Et je vous invite à mettre vos enfants dans cette voie-là. Je vous remercie.